va dire que la totalité des viticulteurs à l'Istrac ont arraché. Une petite partie, une plus grosse, mais il y a eu de l'arrachage. Et il y a de l'arrachage. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Explorer le Bordelais aujourd'hui, c'est se confronter non seulement à la bonne qualité de beaucoup de vins, mais aussi aux grandes difficultés commerciales de nombreux producteurs. C'est pour tenter de comprendre ce paradoxe et les solutions possibles que je vous propose cet épisode avec Audrey Thomas. J'ai rencontré Audrey à l'Istrac, au château Reverdy, qu'elle dirige avec son frère Thomas. Alors que leur premier vin, dont j'ai spécialement aimé le millésime 2020 en dégustation à l'aveugle, est devenu cru bourgeois exceptionnel en début d'année, le domaine voit ses ventes peiner très sérieusement. À tel point que l'arrachage de certaines parcelles est devenu l'ultime solution pour réduire les coûts de production. Audrey a accepté de répondre à toutes mes questions, à cœur ouvert, et je l'en remercie sincèrement, car leur situation est particulièrement délicate. Bonjour Audrey Thomas. Bonjour Romain. Merci de m'accueillir à l'Istrac, au cœur du Médoc. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Audrey Thomas, je suis viticultrice avec mon frère et propriétaire du château Reverdy à l'Istrac Médoc. En introduction, je voudrais expliquer comment est-ce qu'on s'est connus. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à une dégustation des crus bourgeois sur le millésime 2020, organisée par un magazine sur le vin. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé vos vins. Dans la masse des vins que j'ai goûtés, il y a quand même des qualités qui sont ressorties. Et je vous ai eu au téléphone pour discuter un petit peu de votre situation, du château, de vos vins. Et j'ai été assez touché par la conversation parce que j'ai senti quelqu'un de un peu fatigué par la situation dans laquelle elle était. Et donc c'est en partie pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je voudrais qu'on parle, comme on le fait d'habitude, de Reverdy, de votre propriété, de son histoire et de votre approche de la viticulture et de la production de vin. Mais je voudrais aussi profiter de cette conversation avec vous pour essayer de comprendre un peu plus largement ce qui se passe pour Reverdy et pour Bordeaux en ce moment, qui est dans une situation économique très difficile, pour ne pas dire plus. Alors, on va commencer par des choses, peut-être la partie la plus réjouissante. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous faire un état des lieux de ce qu'est le domaine aujourd'hui, et après nous faire un historique, l'histoire de la propriété, s'il vous plaît ? Le domaine, aujourd'hui, Reverdy, appartient à notre famille depuis les années 50. Et je travaille avec mon frère Mathieu depuis les années fin 90, début 2000 sur le domaine. Donc en fait, à l'heure actuelle, Reverdy appartient à notre famille. Et en tout, c'est 30 hectares, mais Reverdy ne produit que sur 16 hectares. Donc aujourd'hui, Reverdy, c'est un membre de la famille, quoi. On le traite comme un membre de la famille, puisqu'il fait partie de nous. Et sur l'Istrac, on est sur une propriété familiale. Il en reste encore quelques-unes sur l'Istrac où vous allez avoir une âme dans le domaine, quoi, en fait. C'est-à-dire dans tout. Ouais, non, mais le truc, c'est que nous, on parle pas de la famille Thomas, on parle de Reverdy, quoi. Voilà. Ah, mais c'est Reverdy. Voilà. En fait, les gens, ils nous disent, ouais, c'est Audrey, ou c'est Mathieu, mais de Reverdy. Voilà.
Donc, on a vraiment cette identité-là. Elle est forte. Reverdy, pour nous, C'est une identité qui est forte pour vous et pour les gens autour dans pour le les village, gens autour, voire ailleurs. Ok. Ouais. L'Istrac, justement, est-ce qu'on peut faire un focus là-dessus avant de revenir sur toute l'histoire du domaine? Pourquoi est-ce qu'on fait des bons vins à l'Istrac? Pourquoi est-ce que la vigne, elle se plaît bien ici? On est sur le point culminant du Médoc. L'Istrac, c'est 40 mètres d'altitude, donc point haut du Médoc. L'Istrac, ça veut dire lisière en occitan. Donc on est vraiment protégé avec les bois. Et grâce à ça, vous allez avoir un microclimat et puis des sols avant tout, en fait, puisqu'on est sur des terrasses, quoi. Donc nous, on est sur de l'argile calcaire, on travaille avec de l'argile calcaire. Et on est sur la plus petite communale du Médoc, l'Istrac. C'est combien de propriétés ou combien d'hectares pour avoir une idée? Alors, en fait, combien de propriétés? Vous avez entre 15 et 20 propriétaires indépendants. Et après, le nombre d'hectares, il faut vous dire que d'une année sur l'autre, ça peut assez varier, quoi. Donc, en potentiel hectares, superficie, vous êtes sur un peu plus de 600 hectares. Mais en dernière déclaration de récolte, vous êtes à moins de 250 hectares. Et on va revenir un petit peu sur la situation de l'Istrac, en plus de celle de Reverdy. On parle beaucoup des sols de grave sur la rive gauche de Bordeaux. C'est pas le cas ici, comme vous l'avez dit. On a plutôt des sols argilo-calcaires. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, sur la viticulture par rapport aux villages qui sont davantage composés de sols graveleux? Là, on va plus adapter notre matériel végétal, en fait. On va pas travailler avec, a fortiori, plus de Cabernet Sauvignon comme le ferait un viticulteur sur les graves. Nous, on sera plus sur du Merlot et sur des petits verres d'eau. Parce qu'avec l'argile, on a des sols un peu plus froids. Et donc, il y a des débourrements et des maturités un peu plus tardives. Oui. Donc, il faut un cépage comme le Merlot qui mûrit un petit peu plus facilement que le Cabernet Sauvignon. Un peu plus facilement, mais qui est aussi plus fragile. Donc, et on est sujet quand même pas mal aux gelées, nous, ici, sur avril et mai. Donc c'est aussi pourquoi pas travailler différemment en termes de cépage. Mais en tout cas, l'Istrac a toujours eu cette dominante d'avoir des vins avec plus de merlot pour justement assouplir, quoi, aussi, parce que les sols argilo-calcaires ici, si vous faites avec du Cabernet Sauvignon uniquement, ça va être quand même assez difficile en termes de buvabilité, quoi. Ça peut donner des cabernets un peu végétaux. Exactement. Et aussi des tanins, enfin pas beaucoup d'acidité et des tanins un petit peu... Des tanins trop forcés, voilà. Et qui correspondent plus forcément au vin de papa, quoi. Quand on parle du Médoc, souvent on dit Margaux c'est tel style, Saint-Julien c'est tel style de vin. C'est quoi le style l'Istrac ? C'est un peu l'Istrac a pas forcément de style identifié, en fait. Donc on n'est pas sur une. Vous pouvez trouver tout type de vin. Mais en fait, l'Istrac, ce qui va se faire, c'est que c'est en termes d'accessibilité, vous le voyez pas forcément beaucoup en rayon, cette appellation-là, parce que forcément elle n'est pas beaucoup produite. Donc à l'Istrac, on va dire que vous avez de la gouléance, quoi. Vous êtes sur des vins qui peuvent être gourmands dans leur jeunesse, donc ça c'est sympa. Et on est aussi sur une appellation où vous avez un bon rapport qualité-prix pour une communale, quoi. Donc en fait, c'est surtout ça qu'il faut voir pour le consommateur, de se dire, à l'Istrac, je vais taper dans une communale en achetant un vin de l'Istrac et voilà, je suis sûre de faire un bon achat, quoi. Alors, est-ce qu'on peut remonter le fil du temps ? Oui. Vous avez dit que la propriété est dans la famille depuis les années 50. Comment est-ce que ça a commencé, l'aventure Reverdy ? Alors, l'aventure Reverdy, c'est notre grand-père, Georges, dans les années 50, qui s'est dit, moi, je vais faire du vin tout seul. Je vais me débrouiller. Il avait commencé à apporter ses vins à la Cave Coop.
Il n'était pas super emballé. Et il s'est débrouillé, il avait acheté 3 hectares de vignes. On les a toujours, ces 3 hectares, hein, on les a renouvelés. C'est des parcelles historiques qui nous tiennent à cœur à chaque fois qu'on y va et qu'on travaille dedans et qu'on se dit, ouais, elles en ont vécu, elles. Donc en fait, il a acheté ces 3 hectares et la maison familiale qui est juste à côté, elle avait déjà un cuvier, donc voilà, il a commencé à bricoler un peu son vin, à vinifier. Avant, il n'avait pas de cuvier. Enfin, il s'est adapté, quoi. Et puis les années 60, 70 passent avec quand même une certaine où la notoriété était là. Et puis après, dans les années 80, notre papa, Christian, qui travaillait au PTT, la nuit et le jour, il travaillait sur le domaine. Et c'est lui, dans les années 80, qui s'est dit, là, il y a un potentiel. Et il était quand même super terrien, notre papa. Donc en fait, avec les remembrements qu'il y avait eu dans les années 70, le fait de rattacher des parcelles, en fait, de les unifier, les parcelles, de ne plus avoir 2 ou 3 parcelles par-ci, par-là, il a pu développer la marque et grossir. Grossir, voilà, c'est vraiment le truc, ça fonctionne, les années 90, même si, c'était compliqué, les années 80-90, c'était compliqué, mais il y avait quand même des millésimes où ça fonctionnait pas trop mal. Et il a eu la possibilité d'accroître la surface. Il est passé de combien à combien ? Il est passé de 5 hectares à une trentaine en tout, ouais, puisque là, on n'a pas bougé, on n'a pas tellement bougé les surfaces. Tout en achat ? Non, en échange. Après, c'était pas mal des échanges quand même. Tout en propriété, c'est ça, pardon, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas de fermage. Non, il n'y avait pas de fermage. Ouais. Et donc, nous, on a toujours vécu dans parce que ça fait partie du patrimoine familial aussi, quoi. Donc, on a toujours vécu avec Reverdy. Donc, quand s'est posé la question de la suite, en fait, quand notre papa a voulu un peu, les années 2000, il est parti à la retraite. On peut comprendre. On en a besoin parfois. Oui, parce que il avait d'autres activités. Il était investi dans la vie locale. S'il y avait un problème, c'était Monsieur Thomas qu'il fallait aller voir. Donc, c'est ce côté village, en fait, où tout le monde se connaît. Hein. C'est ça aussi qui est important dans notre Médoc, où tout le monde se connaît. Et, vous allez avoir on va dire une sensibilité, hein, où vous connaissez un membre de la famille, donc il va falloir l'aider comme avant, quoi. Donc nous, moi après, mon frère est arrivé sur la structure en 97. Et moi, je suis arrivée en 2003. Voilà. Avec l'envie d'en découdre. Avec l'envie de se dire, notre génération peut aussi prouver quelque chose. Donc en fait, on a eu des générations de bâtisseurs, hein, avec mon grand-père, notre père. Et maintenant, ça va être surtout de se dire on va aller où, on va tendre vers quoi, in fine, en disant comment on veut voir Reverdy, quoi. Voilà. Et c'était quoi votre vision pour Reverdy au début des années 2000 ? Pour la propriété, et pour les vins aussi. D'avoir une identité plus marquée, d'avoir des assemblages beaucoup plus atypiques. Et quand vous m'avez appelé pour ce magazine, quand vous m'avez dit on a super bien accueilli Reverdy, je me suis dit en fait, nous on a fait notre job, quoi. C'est ça. Moi, j'adore recevoir des coups de fil comme ça, ou même quand un client particulier me dit « on s'est régalé », oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez modifié dans les assemblages, justement ? On a rajouté la part petit verre d'eau, en fait, qui était présente déjà à 10%.
on l'a monté jusqu'à 30-35%. Ok, donc ça c'est quand même assez atypique effectivement. Le petit verre d'eau, on en entend toujours parler à Bordeaux, mais c'est souvent 5%, 6%. Voilà, ça paraît peut-être un peu anecdotique. Ça l'est pas toujours, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas souvent qu'on lui consacre une place aussi importante. Alors c'est intéressant parce que j'étais récemment chez un autre viticulteur à Arsac, lui qui est monté à 18% aussi, et ça me paraissait déjà beaucoup, mais là 30% ça paraît énorme. Enfin en tout cas c'est une place importante. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce cépage et pourquoi vous lui laissez une place si importante ? Ce qui nous plaît dans le cépage, c'est déjà qu'il s'adapte. Il est comme nous, quoi. Donc en fait, il va s'adapter à la météo. C'est un cépage moins sensible aux maladies. Et c'est un cépage signature. Et c'est un cépage que l'on va vraiment... qui nous suit depuis le début, en fait. Notre père a commencé à le planter. Et on s'est dit, mais ouais, quoi. Mais il avait raison de planter du petit verre d'eau. Et en fait, quand on discute avec... après, on ne plante pas le petit verre d'eau n'importe où, quoi. Hein. Il faut vraiment que le sol soit... On est sur des belles argiles. Hein. Ouais, c'est les argiles qui lui vont bien au petit verre d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il va bien puiser ses forces loin et l'humidité lui fait pas très peur, quoi. Donc voilà, on est sur un bon combo. Donc tous les secteurs qui peuvent faire vriller un peu le Cabernet Sauvignon, par exemple, exactement. C'est plutôt adapté au petit verre d'eau qui a une meilleure résistance aux maladies fongiques, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et dans les vins ? Qu'est-ce que ça apporte ? Nous, le petit verre d'eau, on adore le vinifier. C'est notre... Dès qu'il arrive, on est super content, mais même quand il arrive à la vigne, on est content. Et il va amener une couleur beaucoup plus intense que vous n'aurez jamais avec des Cabernet Sauvignon ou des Merlot, même si vous êtes en surmaturité ou comme ça. Il va vous amener un côté frais, un côté un peu mentholé, un petit truc un petit peu nerveux. Et après, en termes de longévité dans la bouteille, il va vraiment super bien lier les Merlots et les Cabernet Sauvignon. Et il est tranquille, le petit verre d'eau. Il évolue bien dans la bouteille. Bon, on le travaille avec 30-35%, quoi. Donc, il faut être sûr aussi du potentiel petit verre d'eau. Parce que sur certains millésimes, le potentiel petit verre d'eau, on l'a pas. Donc, on va le mettre un peu moins. On va le mettre à 15 ou à 20%. Sur quel genre de millésime vous le privilégiez et à contrario, sur quel genre de millésime vous baissez sa proportion ? Alors là, on va pas tellement parler, nous, en termes de millésime. Ça va être en termes de qualité surtout. Donc oui, à fortiori de millésime. Mais en fait, on part jamais du principe que cette année, il faut produire, par exemple, 40 000 bouteilles de Reverdy. Ça, on n'est jamais dans ce principe-là. Avec ce qu'on a vendangé, avec la qualité des raisins qu'on a vendangés, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser Reverdy et pour qu'il soit d'année en année au top. Donc on travaille parcelle par parcelle. Donc les sélections parcellaires, c'est-à-dire qu'une parcelle va aller dans une cuve, on fait vraiment on fait de la sélection parcellaire poussée. Et chaque année, on va avoir une identité à respecter, quoi. Et on va pas produire du Reverdy parce que c'est un super millésime ou autre. La recherche, c'est vraiment la qualité et d'être toujours dans la qualité millésime par millésime. C'est pas parce qu'on a beaucoup de prod en raisin qu'on va produire beaucoup en Reverdy. On va rechercher la longévité et le truc de se dire là, Reverdy, on souhaite maintenant le développer avec plus de petits verres d'eau, mais les petits verres d'eau, j'en ai j'ai que 2 cuves de petits verres d'eau. Il y en a une qui est un peu faible. En fait, on va produire moins de Reverdy. Parce que, pour expliquer, il y a le château Reverdy et puis il y a une autre partie de votre production qui est sous une marque différente. Oui, sous une marque, le château L'Hermitage. Donc lui aussi cru bourgeois. Là, vous nous parlez de la sélection parcellaire. Est-ce que vous vinifiez aussi par parcelle ? Et à quel moment vous décidez de faire vos assemblages ? On vinifie par parcelle et on va faire nos assemblages juste à la fin des écoulages.
Donc vous êtes juste à la fin des presses. Quand on a nos vins de goutte et nos vins de presse bien identifiés, on fait nos sélections à ce moment-là. Mais on a déjà une petite idée de ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc, parce qu'on a vinifié, on est tous les deux à travailler avec Mathieu et on sait ce qu'on a en cuve, quoi. On va pas faire de merveilles ou autres. Si on peut faire des merveilles, on les fait. Mais Vous faites les assemblages avant l'élevage. Donc oui. vous élevez les vins assemblés, le vin final. Oui, c'est plus cohérent pour nous. Parce qu'en fait, on a un cycle, nous en prod ici, on n'est que 2. Donc on a un cycle de travail. Et on a trouvé notre cycle maintenant. Donc avant, notre papa assemblait à la fin des élevages. Mais nous, en fait, comme on a la tête dans le guidon, septembre, octobre, novembre, décembre, pour les vinifs, quoi. Donc on se dit que tant qu'à faire, on a une vision, on est conseillé par un œnologue, voilà, et on arrive à faire des assemblages mi-novembre, début décembre à la rigueur, juste avant les malolactiques. Et au malolactique, on sait les lots qu'on a entonnés, et puis voilà, quoi. Si vous aviez les bras pour le faire, il y aurait un intérêt, d'après vous, qualitativement ou stylistiquement, à faire les élevages avant les assemblages ? Pas forcément, parce que je trouve qu'en les faisant ainsi, le vin est plus lié, il a plus de consistance. Il y a quelque chose qui s'est fait déjà dans la barrique. Donc, et puis on est moins sur de interventionnisme qu'avant aussi sur le vin. On le laisse tranquille. Vous avez changé votre manière de faire le vin depuis 20 ans ? Oui. Dans quel sens ? Il y avait des sous-tirages qui se faisaient régulièrement en barrique. Quand au moment de l'élevage, il y en avait un. On trouve que c'est plus tellement cohérent maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça faisait au vin et qui ne vous plaît plus ? Alors en fait, ça a enlevé quand même pas mal de matière au vin. Le fait de soutirer, donc vous enlevez la lie, vous clarifiez le vin, vous allez lui enlever sur certains millésimes un peu fragiles ou un peu classiques, vous allez quand même lui enlever de la matière, quoi. Et pareil pour les soins pré-mis en bouteille, hein, on fait plus de filtration, par exemple. On fait pas de collage. Donc voilà, on le laisse tranquille, on laisse vivre. Si on parle de la vigne, c'est quoi votre mode de culture aujourd'hui ? La mode de culture, on aime bien ce terme. On est sur une agriculture raisonnable. On a fait des tests, on a fait des tests de bio, conversion bio à 21-22. Ça a été très, 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 très dur. Qu'est-ce qui a été difficile ? Sur 30 hectares en monoculture vigne, une seule personne, c'est mission impossible. Sur 10 hectares, oui. Mais là, c'était... On avait beaucoup d'envie, hein, parce que ça nous tenait à cœur depuis plus de 15 ans. Mais on n'a pas réussi. Et ça a été compliqué pour nous. Parce qu'on se disait, ouais, on va réussir, et non, on n'a pas réussi. Donc on est revenu en conventionnel, on est en agriculture conventionnelle. Et on est en haute valeur environnementale depuis le millésime 2015. Ça veut dire qu'en fait, il aurait fallu investir davantage à ce moment-là, et que pour avoir, par exemple, du personnel en investir plus... humainement. Ouais, et que c'était pas possible. Non. Ok, donc là, on en revient à toucher éventuellement la situation économique dans laquelle vous êtes, c'était déjà le cas, si je comprends bien, en 2021-2022, c'était un peu les débuts. Vous avez eu des 21, on a eu un gros épisode de gel. On a perdu les 3/4 de la prod. Donc ça nous a pas mal arrêté, quoi. Enfin, ça nous attriste, hein, en fait. Donc et après, humainement, il va vous falloir une force d'intervention énorme. Ou en bio, il faut être tous les jours, tous les jours sur le tracteur
pour pouvoir couvrir l'ensemble de votre vignoble. Et en bio, il faut savoir qu'il faut couvrir votre vignoble sous 24 heures. Juste pour comprendre complètement là, comment vous faites les vins, on a parlé rapidement d'élevage, mais les élevages, ils durent combien de temps? C'est 12 mois. Ouais. Ici, c'est 12 mois, ce qui se fait c'est traditionnellement dans le Médoc. Qu'est-ce qui fait la décision sur le temps d'élevage? Est-ce que c'est des raisons économiques? Est-ce que c'est la qualité des vins ou le style des vins? C'est des raisons économiques et c'est des raisons de faisabilité C'est-à-dire? par rapport au mouvement des vins. Donc en fait, je vais juste lisser un peu le mouvement du vin. En septembre, c'est la vendange. Septembre, octobre, novembre et décembre, le vin est en cuverie. En janvier, il passe en barrique. Le truc, c'est qu'en janvier, on va switcher. Vous allez avoir un millésime qui termine son élevage et un autre qui va commencer. Donc le millésime qui a terminé son élevage, il repart en cuverie. Donc en fait, voilà, il fait cuverie chez cuverie. Pour la mise en masse, pour préparer la mise en bouteille. Voilà, exactement. Ça tombe en date, vous tombez sur juin, juillet. Juin, juillet, faire des opérations au chai ou en cuverie. Alors qu'il y a beaucoup de travail à la vigne. C'est mission impossible. Ouais. Okay. Ouais. Et si on imaginait des élevages plus longs? Alors des élevages plus longs, on les a faits sur des cuvées spéciales qu'on a créées pour célébrer la naissance de la 4e génération de notre famille. Et on a fait 2 ans. 24 mois, et c'est top. Hein. Ouais, on est sur des cuvées avec des jolis fondus. Voilà, on avait travaillé avec de la barrique neuve en plus. Et ça vous a pas donné envie de généraliser la pratique? Eh oui, mais alors le truc, c'est que vous êtes sur des investissements, après, des investissements en barrique. Vous êtes aussi sur des mises en commercialisation plus longues du vin. Puisque forcément, vous ajoutez 1 an en plus. Donc, ben non. On s'est dit, on va rester sur ces élevages longs pour les cuvées. On en a fait 4. Et on s'est dit, ben ouais, c'est sympa, quoi. C'est bien. Voilà. Mais... Ok. Ouais. Alors, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit clairement la situation aujourd'hui pour Reverdy, elle est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? De manière vraiment très scolaire, vous voulez dire? On peut commencer par là, ouais. En fait, ce que je voudrais, c'est que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, aujourd'hui, on parle beaucoup de la situation économique de Bordeaux, des vins qui se vendent pas, des coûts de production, voilà. Et vous avez l'air d'être dans cette situation. Donc concrètement, quand vous dites ça va mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va mal depuis quelques temps déjà. La chose étant, c'est que ça va mal parce que vous avez des marchés qui se sont complètement effondrés. Vous allez avoir plusieurs facteurs, hein, mais c'est surtout des marchés qui étaient vraisemblablement pérennes et qui ne le sont plus. Lesquels, par exemple? La Chine. Donc la Chine, sur laquelle Bordeaux a beaucoup misé il y a quelques années. Oui. Et les ventes de vin ont finalement chuté sur les 4-5 dernières années, ont été divisées par 3, et donc forcément, il y a de la casse, quoi. Oui. C'est ça? Ouais. Ouais. Quels ont été les premiers signes, avec le recul, où votre situation elle a commencé à se dégrader? Par une baisse de la fréquentation ici sur le domaine. Parce qu'on accueille du lundi au samedi. Vous aviez eu un prix en 2018 d'ailleurs sur le tourisme, enfin un prix touristique. 2011. 2011, pardon. 2011, un Best of Wine. Ouais, un Best of Wine qui récompensait justement les activités et tout ce qui était mis en place pour célébrer le non-tourisme à travers le monde, hein, puisque c'est une reconnaissance mondiale. Donc vous avez l'habitude d'accueillir au domaine. On est d'ailleurs là dans la salle d'accueil. Il y a une boutique. C'est bien éclairé. Il y a des fenêtres qui donnent sur la rue. C'est plutôt agréable comme endroit. C'est un endroit qui est le plus récent du domaine, qui a été finalisé dans les années 2000. Et c'est un endroit où
parce que c'est nos parents hein, qui ont fait ces investissements. Et après, nous, chacun, on a chacun mis notre touche. Mais c'était un endroit où les gens, quand ils arrivaient, ils se disaient ah ouais, c'est sympa ici. Ah, même quand, voilà, c'est chaleureux, quoi. C'est pas trop guindé. Il y a un petit canapé, ouais, c'est sympa. On va pouvoir déguster tranquille, quoi. Donc oui, l'accueil. Moi, quand je suis arrivée sur le domaine, c'était un peu, voilà, c'était mon rôle, on va dire, de le développer. J'ai développé jusque voilà dans les années j'ai mis 10 ans, oui, on va dire, 10 ans, 15 ans à le développer pour avoir un réseau pertinent, fidèle. Et puis le Covid est passé par là et là il faut tout remettre en ordre. Enfin, il faut tout redévelopper. Il y a eu une baisse de fréquentation importante après le Covid. Oui. De quel ordre? On est sur moins 60, moins 70%. C'est quoi la gamme de prix aujourd'hui de Reverdy? Reverdy, sur le 2019, on est à 18,50 €. Donc ça, c'est le prix en vente à la boutique au domaine. Oui. Et si je vais chez un caviste à Paris ou à Strasbourg, il sera au même prix à peu près? Un peu moins cher. Un peu moins? Oui, un peu moins cher. Pourquoi est-ce que vous alignez pas sur les prix? C'est pas souvent qu'on entend ça. Mais en fait, c'est le caviste qui fait sa marge après. Hein. Le restaurateur va la faire aussi. Voilà. Donc, le caviste ou le grossiste va avoir un prix départ ici. C'est quoi votre prix de référence pour les pros? Pour les pros, on tourne jusqu'à 8,50 €. Hors taxe? Hors taxe. Ok. Donc, c'est un vin à un prix relativement accessible. Ça va sortir à 17 €, 18 € chez des cavistes, quoi. Ouais. Entre 16 et 18 €. Ouais. Ok. Comment est-ce qu'il a évolué, ce prix, au cours des 10 ou 15 dernières années? On a, on a baissé quand même le volume de production de Reverdy, on a souhaité le valoriser. Donc en fait, ce tarif-là, on était à 12 € la bouteille il y a peut-être 20 ans, quoi. Prix public? Ouais. Ok. Et cette valorisation, est-ce qu'elle s'est accompagnée d'un travail qualitatif sur les vins? Oui. Puisque en fait, on s'est dit, on produit moins, donc il va falloir mettre vraiment le paquet sur les élevages, sur les vinifs, sur la bouteille, sur le bouchon, voilà, parce qu'après c'est aussi les produits secs que vous allez utiliser pour la mise en bouteille. Comment est-ce que votre coût de production il a évolué dans le même temps? Les coûts de production ont toujours évolué. Ils ont suivi l'inflation, plus, quoi. Ok, particulièrement ces dernières années, j'imagine. Ouais. Le prix des bouteilles. Bon, le prix des bouteilles post-Covid, c'était n'importe quoi. Non, mais oui. Tout le monde cherchait de la bouteille pas trop chère, hein, parce que après, on est sur des problématiques, on va dire, économiques. Donc. Je dois avouer que dans les domaines dans lesquels je circule, ça grogne souvent sur le prix des bouteilles en verre ces dernières années. Bien sûr, mais bon, après, ici, Saint-Gobain a fermé plusieurs fours cette année, hein, donc les mises en bouteille ne peuvent pas être réalisées, donc les vins restent en cuve. Pendant combien de temps? Ça, voilà. Bon, on peut pas... À l'heure actuelle, faire des mises en bouteille, c'est très onéreux, surtout que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vendre votre bouteille finale. Ce qu'on comprend en filigrane aussi, là, vous me dites si c'est juste ou pas, c'est que vous avez de plus en plus de mal à vendre votre vin, à trouver des marchés et des clients finaux. Mais en fait, les marchés, vous pouvez les prospecter, hein, mais vous n'allez avoir aucun retour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis en train de faire ma sélection. Ah oui, mais j'ai déjà un Listrac. Mais ça vous intéresse pas d'en goûter un autre? Ah ben non, parce que moi je suis fidèle. Hein. Après, c'est vraiment s'il y a des marchés qui fonctionnent, en tout cas, ils continueront de fonctionner, mais ils baisseront le volume d'achat. Et on parle beaucoup dans les médias en ce moment d'un désamour pour Bordeaux, enfin pour les vins de Bordeaux. Est-ce que vous le sentez aussi? Est-ce que les consommateurs finaux,
ils aiment moins le Bordeaux qui a 15, 20 ou 25 ans. Oui. Ouais. Parce qu'ils ont été tellement... Bordeaux leur a tellement été rabâché aux oreilles. Ils ont consommé beaucoup de Bordeaux, mais ils sont allés voir d'autres régions parce qu'ils se sont dit bah ouais, pourquoi pas, on va essayer. Et puis dans d'autres régions, bah, ils font du bon vin aussi, quoi. Bah oui, encore heureux, quoi. Bordeaux a toujours été on va dire une chapelle, quoi, de se dire Bordeaux. Mais en fait, les clients particuliers notamment, que je peux recevoir ici, s'ils viennent s'ils viennent nous rendre visite et découvrir le Médoc et d'autres propriétés, mais en fait, ils vont se dire ah ben ouais, mais ça a changé, quoi. On nous l'a pas dit. Je dis oui, mais c'est grâce à vous, en fait. Vous faites l'effort de venir et vous dégustez plusieurs vins. Mais en fait, ah ouais, d'accord. Ah mais alors Bordeaux, bah, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Vous avez des générations qui sont passées, vous avez des états d'esprit qui ont évolué. Et on n'est plus dans ce carcan Bordeaux, quoi. C'est quoi le carcan Bordeaux, justement ? Le carcan Bordeaux, c'est d'être dans un vin figé. On ne se remet pas forcément en question. Alors que nous, quotidiennement, on se remet en question, quoi. Tout le temps. Et encore heureux. C'est plus cette image figée des vins de Bordeaux. Ça n'a pas trop évolué. C'est le vin du dimanche. Bon. Ouais. C'est le vin à la papa, c'est ça ? Ouais, c'est le vin à la papa. C'est le vin à la papa où les jeunes générations vont pas forcément s'approprier Bordeaux. Ils vont le faire. Mais ce sera trop tard. Aujourd'hui, vous produisez combien de bouteilles à Reverdy ? En Reverdy, c'est entre 30 et 40 000 bouteilles. Et vos chiffres de vente, c'est quoi ? Ou par exemple, si vous produisez 30 000 bouteilles, il vous faut combien de temps en ce moment pour les vendre ? Pour les vendre, il me faut 6 ans. Ah ouais, ok. Donc là, ça veut dire que aujourd'hui à la boutique, je peux avoir du 2018, du 2019, du 2020 sans problème. 2018, je l'ai fini. 2019, je suis en train de le terminer aussi. Oui. Après, il faut savoir que on cherche à le valoriser. Donc, c'est vrai que des clients arrivent ici à la boutique, proposer un vin qui est déjà prêt à boire, pareil pour les restaurateurs ou les cavistes, c'est quand même un gros plus, quoi, de proposer un millésime déjà ouvert et où vous n'avez pas tellement besoin d'avoir de soins avec, quoi. Vous l'ouvrez juste avant. Okay. En fonction du millésime, le prix est modifié ? Non. Ok. Si on explore un peu les pistes là que vous avez pour sortir de cette situation, qu'est-ce que vous explorez comme piste là, justement ? Ou qu'est-ce que vous avez comme solution Il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est, on va dire, automatique, c'est d'arracher. Donc ça, vous me l'aviez dit au téléphone, ouais. Et ça m'avait secoué, on va dire. Ouais. Parce qu'on parle donc d'un domaine ici qui fait 30 000 bouteilles. Enfin, en tout cas, Reverdy. Il y a une autre partie de la production qui va dans une autre marque. Mais donc, vous faites 30 000 bouteilles à 8 € hors taxe. On l'a dit un petit peu, mais on va en parler après. Vous êtes classé dans les crus bourgeois. Et vous étiez cru bourgeois supérieur. Et là, vous venez de passer récemment cru bourgeois exceptionnel. Bravo. Merci. Et donc, on est sur un vin milieu de gamme, à un tarif relativement accessible, reconnu pour sa qualité. Et malgré tout, vous avez du mal à vendre. Et donc, une des solutions, comme vous le dites, c'est de réduire les coûts de production. Et pour réduire les coûts de production, vous avez décidé d'arracher, c'est ça ? Vous avez été fortement conseillé d'arracher, puisque c'est de l'arrachage primé. Donc, en fait, nous, on est sur un domaine qui fait 30 hectares en tout, et on a arraché 10%, c'est-à-dire 3 hectares. Avec cette baisse de production, forcément, vous allez avoir moins de coûts. Donc, dit moins de coûts de prod. Après, moins de vin à vendre, forcément. Mais comme vous n'arrivez pas à vendre votre vin, en fait, ça, on va taper à la source. Voilà. On tape à la source, on ne peut plus vendre, on arrache. Ok. Juste pour qu'on comprenne, excusez-moi de vous couper.
Vous connaissez vos coûts de production ? Ça vous coûte combien de produire une bouteille de Reverdy ? Alors, on va avoir des coûts à l'hectare. Et alors, un coût de production à l'hectare, c'est combien ? On est, ça dépendra des années, mais vous êtes entre 8 et 12 000 euros à l'hectare. Et la prime d'arrachage, ça a été valorisé combien ? 6 000 euros, c'est ça, non ? Non, c'est 4 000 euros, là, la dernière prime d'arrachage qui a été faite, la dernière campagne de prime d'arrachage qui a été faite. Et je voulais juste vous dire que son nom, elle s'appelle Crise Ukraine. Alors, me demandez pas pourquoi. Non, mais c'est assez risible. C'est pour vous dire qu'en fait, on ne pose pas les problèmes un peu. Pourquoi l'Ukraine ? L'Ukraine produit très peu de vin, que je sache. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors non, la prime à l'arrachage, c'est 4 000 euros l'hectare. 4 000 euros l'hectare, il faut vous dire que quand vous faites appel à un entrepreneur pour arracher votre vigne, mais en amont, vous aurez arraché tous les fils de fer, tous les vieux piquets, tout ça. L'entrepreneur va vous prendre, s'il fait un travail assez soigné, vous allez devoir le rémunérer à 3 000 euros l'hectare. 3 000, 3 500. S'il y a le brûlage de souche, un peu plus. Enfin, voilà. Donc en fait, ces 4 000 euros... Ça couvre juste la main-d'œuvre. C'était uniquement ces 4 000 euros. C'était vraiment la dernière sortie pour tous les viticulteurs qui étaient proches de la retraite. Et c'était la solution pour eux. Ce qui n'est pas votre cas. Vous n'êtes pas proche de la retraite. Non, je ne suis pas proche de la retraite. Puis en plus, les retraites agricoles, elles sont super faibles. Donc voilà. Donc certains ont fait ça. Dont vous avez décidé d'arracher 3 hectares. Oui, mais on va dire que la totalité des viticulteurs à l'Istrac ont arraché. Une petite partie, une plus grosse, mais il y a eu de l'arrachage. Et il y a de l'arrachage. Il y a d'autres situations à l'Istrac, là, dont on a parlé un petit peu quand je suis arrivé. Il y a carrément des parcelles, voire des propriétés qui sont à l'abandon aujourd'hui à l'Istrac. Oui, il y a des propriétés qui sont à l'abandon. Alors quand on dit à l'abandon, pour que ce soit bien clair, ça veut dire que on a mis le verrou sur la porte, il y a du vin à l'intérieur et c'est fini. Plus personne fait rien. Plus personne fait rien. L'entreprise a été littéralement abandonnée. Elle a été abandonnée. Tous les salariés n'étant plus rémunérés, ont dû se trouver un autre travail s'ils le pouvaient. Parce que il n'y a pas tellement d'offres d'emploi non plus. Faut pas se leurrer. On est sur un secteur quand même assez en difficulté. Et donc oui, ces vignes sont à l'abandon. Et le problème, c'est qu'elles mettent en péril les riverains, les autres viticulteurs. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez expliquer ? Parce qu'en fait, comme vous avez des vignes à l'abandon, il n'y a plus du tout aucune intervention humaine qui se fait dans la vigne. Donc ça veut dire que les travaux d'hiver n'ont pas été faits, les premiers traitements phytosanitaires ne seront pas faits, ne seront jamais faits. Donc en fait, vous allez avoir des maladies qui vont se développer, ça va être des foyers énormes de contagion. Énormes. Et vous, si vous avez votre vignoble à côté, vous pouvez savoir que vos 6 premiers rangs qui touchent seront contaminés et que vous n'aurez aucune récolte dessus. Donc, si vous êtes dans un îlot où votre collègue viticulteur a tout abandonné, là, vous pouvez vous dire... Je suis pas prêt de ramasser des raisins cette année. Parce qu'on a eu le cas, on a eu sur justement le parcellaire historique de Reverdy, sur les 5 hectares, on a eu une mise en péril des 5 hectares et il a fallu que l'on ait recours à une voie judiciaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous êtes tout seul. Tous les organismes qui pourraient vous défendre vont vous faire passer le ballon d'eau chaude ou autre, la patate chaude, pardon, et vous dire nous, on peut pas vous représenter, on peut pas vous défendre. Donc là, c'est une voie judiciaire, c'est-à-dire faire appel à un avocat. Alors d'abord des experts fonciers pour prouver le préjudice, huissier pour faire des constats, avocat. Tribunal.
Pour obliger l'autre partie, en fait, à prendre soin. À prendre soin ou à arracher. Parce qu'arrivé un moment, la vigne, quand elle est à l'abandon depuis 1 an, 2 ans, en fait, il y a plus moyen, quoi. Là, le travail va être dantesque pour la remettre à niveau. Donc, il vaut mieux arracher. Voilà. Donc oui, nous, c'est pas isolé, hein. Ça date de 3-4 ans, hein. Il y a énormément, il y en aura de plus en plus, de parcelles en péril, mises en péril, hein. Nos parcelles ont été mises en péril. Si on revient sur les pistes, les possibles solutions, donc, il y avait la réduction des coûts dont on vient de parler. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme solution diversification. C'est-à-dire ? Alors la diversification, j'aime beaucoup ce mot-là, parce que en fait, nous, on se diversifie depuis pas mal de temps, quoi, déjà. Mais maintenant, on vous conseille de vous diversifier encore plus, c'est-à-dire de faire, pourquoi pas, du maraîchage, pourquoi pas faire de l'élevage. Why not? Why not? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas équipé. Quand vous dites on, c'est qui? Vos principaux représentants, vos principaux conseillers agricoles. J'imagine que c'est la Chambre d'agriculture, ouais. Le CIVB. Le CIVB, pas forcément, mais bon, enfin après, le CIVB, il voit que les montants des cotisations baissent, hein, parce que forcément, il n'y a pas de vente de vin, donc il faut savoir que tous les mois, on doit une cotisation au CIVB pour la sortie des vins. Donc si vous vendez pas de vin, forcément, vous n'allez pas payer le CIVB. Mais après, après, c'est plus une instance qui va être plus dans la communication, hein, le CIVB. On est quand même sur du flou, quoi. Du flou, hein. Nous, on est des terriens. On est des terriens, donc on veut des solutions. Alors la diversification, oui. On l'a fait. On fait de l'apiculture, on fait du rosé. On n'a pas la possibilité d'hébergement sur le domaine. C'est quelque chose qui aurait pu être fait, mais qui peut pas l'être. On a des pistes. On fait pas mal d'événements sur le domaine. Ce week-end, par exemple, là, il y a le printemps des châteaux du Médoc. Oui. Il y a des portes ouvertes. Les portes ouvertes. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme événement ? On va faire, cette année, je fais un jazz and brunch dans le Chez. Je vais faire une soirée au mois de juin, paella mixologie. Parce que la mixo aussi, c'est super sympa, hein, de pouvoir remettre le vin rouge et le rosé et pas forcément le déguster traditionnellement, mais de se le faire en cocktail, c'est sympa. Donc il y a des gens qui ont du talent et il faut travailler avec eux. Donc là, dans le Médoc, il y a un jeune qui a monté sa petite boîte et c'est sympa, quoi. Et après, je fais des apéros au château l'été. Donc, la manifestation s'appelle les Dredis de Reverdy. Mais on est ouvert aussi tous les jours, sauf le dimanche. Donc, en fait, on a toujours un petit peu de passage. La diversification, elle est multiple. Mais le problème, si on parle réellement de diversification de culture, il faut s'équiper. Donc ça veut dire qu'il faut une capacité d'investissement ? Il faut une capacité d'investissement et de transformation, parce que c'est-à-dire qu'on va peut-être vous conseiller sur vos terres de planter des oliviers ou autre, hein, ce qui se fait dans le Médoc. Hein. Il y a des grosses structures qui plantent des oliviers. Bon, je suis pas sûre que les consommateurs attendent l'huile du Médoc en faisant la hola, quoi. En fait, le truc, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Il faut penser diversification, mais il faut aussi penser tout le circuit de transformation et de vente. Et ça, à l'heure actuelle, personne ne peut vous donner ces clés-là. Si on regarde de manière un peu plus générale la situation bordelaise, hein, comment est-ce que Bordeaux peut s'en sortir aujourd'hui ? Est-ce que c'est les mêmes pistes à explorer, les pistes à titre individuel que vous présentez ? Est-ce que c'est les mêmes, à votre avis, à l'échelle collective ? Non, parce que je pense que chaque structure, chaque domaine va être unique. Et en fait, c'est ce côté unique qu'il faut travailler. Et c'est ce côté humain aussi. Parce que ce qui est reproché à Bordeaux, c'est
C'est d'avoir rompu un peu le contact avec ces consommateurs finaux, quoi. C'est ça, c'est qu'on on se comprend plus. Les gens comprennent plus. Il y a tellement de choses. Vous pouvez maintenant, voilà, tellement avoir d'informations et puis Bordeaux est quand même une région super vaste, avec des domaines qui font 200, 150 hectares et avec des domaines qui en font 3 ou 4, quoi. La solution, elle peut pas être valable pour tout le monde. C'est pas possible. Ça aussi, c'est pas possible de trouver uniformiser tout, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas possible. Après, vous pouvez avoir voilà, après, il y a vous allez avoir des sensibilités différentes. Vous allez vous dire, je vais pas faire du maraîchage à 45 balais, quoi. Voilà. Parce qu'après, chambre froide, tout ça. Donc, On sent un peu de rancœur ou d'animosité, je sais pas trop comment dire, mais vis-à-vis notamment des instances, peut-être. La chose étant, c'est qu'il faut savoir que tous les ans, vous faites une déclaration de récolte, une déclaration de revendication, et vous avez quand même un certain nombre de cotisations à payer pour pouvoir mettre en marché vos vins. Si vous ne payez pas ces cotisations, vous n'aurez pas droit à l'appellation. L'appellation, donc l'Istrac, d'accord, l'appellation, donc le terroir, le sol. Et ça, j'avoue que c'est de plus en plus compliqué parce que quand tout roule, vous vous dites, bon, bah, c'est normal, c'est des personnes qui me représentent, qui vont me défendre. Et en fait, on est là, on est sur ce point-là, qui vont me défendre. Mais si je reviens et si je rebondis sur les vignes mises en péril, sur des choses comme ça, c'est des organismes que vous ne voyez pas et qui ne sont pas là pour vous défendre. Et ça, j'avoue que des fois, c'est un peu compliqué. Donc non, on rebondit parce qu'il faut se débrouiller tout seul. Mais il n'y a pas de rancœur. C'est plus une fatigue. Voilà. Si on parle distribution, comment est-ce que vous êtes distribué aujourd'hui? Est-ce que vous avez des agents? Est-ce que vous passez par la place de Bordeaux? Comment ça marche? Reverdy est distribué uniquement en direct. On a nos marchés, donc c'est moi qui m'en charge. On a nos marchés export historiques, les États-Unis, la Suisse, l'Angleterre. Après, un peu plus, on va dire, un peu plus timide, l'Autriche, mais en tout cas la proche Europe. Et en France, on travaille avec des grossistes. On en a 3. Cavistes, restaurateurs et clients particuliers. Vous vendez quelle proportion en France et quelle proportion à l'étranger? On va être à 70% à l'étranger. Et la place, vous avez déjà travaillé avec la place de Bordeaux, les négociants et les courtiers? La place, j'ai travaillé uniquement sur un pays cible, sur un marché cible. J'ai pas laissé j'ai pas travaillé la marque uniquement avec la place de Bordeaux, quoi. Château Reverdy, on n'a pas tellement souhaité qu'elle soit travaillée par la place de Bordeaux en général, parce que certains châteaux vont en effet vont se dire, bon, mais voilà, j'ai un négociant qui travaille ma marque et je le laisse faire. Mais le problème avec cette vision commerciale, qui est tout à fait entendable sur d'autres structures, c'est que un client va vous appeler, va vous dire, vous savez que je peux vous trouver vos vins, j'ai bien aimé, j'ai bien goûté. Et la personne au bout du fil, elle va être incapable de vous répondre. Alors que moi, vous voyez, Romain, vous allez me dire, Audrey, moi j'aimerais bien trouver votre vin sur Rouen ou sur Paris. Je saurais vous dire. Alors on le trouve où sur Paris? Sur Paris, j'ai plus de revendeurs. Je suis en train de travailler là. Mauvaise question, désolé. Non, mais je suis dans un seul restaurant dans le 6e. Qui s'appelle comment? Le Petit Olivier. D'accord. Quand on s'était eu au téléphone, vous m'aviez parlé du milieu de gamme. Et en préparant l'interview, comme thème pour cette interview, je m'étais noté, le milieu de gamme paye-t-il encore à Bordeaux?
Je connais votre réponse, mais j'aimerais bien que vous la partagiez avec les auditeurs et les auditrices. Non, parce que qui dit milieu de gamme, donc dit moyen. Donc en fait, à l'heure actuelle, où vous allez être sur du vin prestige, donc haut de gamme, luxe, ou sur des vins entrée de gamme, qui vont vous permettre de faire du volume, énormément de volume, et de faire des apports de trésorerie. Voilà. Donc nous, en fait, on est entre deux. Il y a trop de châteaux aujourd'hui qui font du milieu de gamme à Bordeaux, d'après vous ? Ah bah, il va y en avoir de moins en moins, donc... ça va écrémer, quoi. Ouais, ça va écrémer. Ok. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes passé cru bourgeois exceptionnel à l'occasion du nouveau classement, là, de la publication du nouveau classement en 2025. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire partie de ce classement, en tout cas de présenter vos vins à ce classement, et qu'est-ce que ça vous apporte ? La famille des crus bourgeois, pour nous, on est adhérents depuis le début, depuis le commencement, et c'est vraiment quelque chose c'est un fil conducteur. Donc on s'est dit, quand il y a eu le classement qui a été, il y a eu des péripéties, les années 2000, jusqu'au millésime 2008-2009. Et après, quand on a su qu'on avait des mentions complémentaires, donc supérieures ou exceptionnelles qui pouvaient être demandées, on s'est dit, ouais, on va présenter un dossier parce qu'on est sûr de notre produit. Déjà, parce qu'on est super content des qualités, c'est régulier aussi, parce que c'est ça qu'il faut chercher. Et puis on a tous les outils en production, en accueil, en termes on va dire en termes de visibilité, banco, on va demander une mention complémentaire pour le millésime 2018. Et on a obtenu, à partir du millésime 2018, jusqu'en 2023, on a la mention complémentaire supérieure. Et quand le renouvellement du classement s'est fait, donc les dossiers à faire et autres, et on s'est dit, on va demander exceptionnel. Pourquoi pas ? On va voir. On a cette taille humaine. Ça peut être un bon point pour nous, exceptionnel. Si les vins sont, puisque c'est les 5 derniers millésimes qui sont dégustés, et après vous avez un dossier complémentaire à faire. Oui, juste pour rappel, pour être sûr que tout le monde ait le cadre en tête. Ouais. Donc c'est un classement qui classe des vins et pas des propriétés. Exactement. Et qui est renouvelé tous les 5 ans. Donc le macaron, il est donné pour les 5 millésimes à venir. Ouais. Donc ce qui est classé, c'est pas le Château Reverdy, c'est le vin du Château Reverdy sur les millésimes, sur 5 millésimes consécutifs. Ouais, et pour attribuer ces macarons, c'est les vins des 5 millésimes précédents, c'est ça qui sont dégustés. Oui. Voilà. Donc là, ça veut dire que à partir du millésime 2025 et donc 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, vous allez pouvoir mettre cru bourgeois exceptionnel sur l'étiquette. Alors le classement a été promulgué en 2025 et en fait c'est un peu rétroactif, on va dire, puisque c'est à partir du millésime 2023. Vous aurez le droit, vous aurez le droit d'apposer. On aura le droit d'apposer cru bourgeois exceptionnel. Donc 2025 jusqu'au millésime donc 2027. 2023 jusqu'à 2027, 2028 quoi. Ouais, 2028. Qu'est-ce que ça vous apporte ce classement ? C'est quoi sa force ? Sa force, c'est de se dire que notre travail quotidien a quand même super bien payé. Parce que avec mon frère, on est super contents, quoi. Enfin, on se dit, puis on est les seuls à l'Istrac. Donc, voilà, c'est une fierté personnelle, familiale aussi. Parce que c'est vraiment, il y a eu un élan familial où voilà, on a porté le dossier, on a fait en sorte d'avoir cette mention complémentaire. Et alors après, en termes commercial, parce que c'est ça en fait, qu'est-ce que ça va vous amener en termes commercial ? Je ne sais pas encore, puisque 2023 est le millésime qu'on va commercialiser. On va le mettre en bouteille cette année et on le commercialisera que l'année prochaine. Donc, Mais quand vous étiez passé cru bourgeois supérieur, est-ce que ça avait eu un impact sur vos ventes, sur votre notoriété ? Alors, pas forcément, parce qu'il y avait quand même pas mal de cru bourgeois supérieurs. Alors que là, cru bourgeois exceptionnel, on n'est que 14, pardon.
Alors effectivement, rappel sur le cadre aussi, c'est un classement en 3 niveaux, cru bourgeois supérieur, cru bourgeois exceptionnel. Ouais. Et effectivement, plus la pyramide augmente, plus elle se rétrécit par définition. Ben ouais, c'est le principe aussi d'avoir une excellence et de se dire, voilà, une quinzaine d'excellents, d'exceptionnels, pardon, c'est intéressant. Alors, c'est un classement, il me semble, qui est parfois un petit peu critiqué, à la fois pour son défaut de notoriété, peut-être, où il y a un certain nombre de consommateurs qui comprennent pas forcément le cadre, ou qui connaissent pas plutôt le cadre de ce classement. Et là, des discussions qu'il y avait autour du nouveau classement, c'était la baisse du nombre de domaines qui ont présenté un dossier. Et certains se sont dit, ça traduit peut-être un manque de confiance dans l'impact de ce classement. Mais c'est pas la seule explication. Non, c'est pas la seule explication parce que ce classement va quand même faire appel à une trésorerie. Ça coûte combien de faire partie du classement des crus bourgeois ? Vous avez un chèque de 8 000 € en première lecture pour faire pour être cru bourgeois, et après les mentions complémentaires, on est sur 4 000 €. Donc pour être cru bourgeois exceptionnel, il faut investir 12 000 €. Oui, mais en fait, quand vous êtes cru bourgeois exceptionnel, cet investissement, vous l'avez fait tout au long de l'année et tout au long des décennies qui ont couru, parce qu'il faut maintenir l'outil de prod, parce qu'il faut faire des efforts partout. Donc, mais ça veut quand même dire que pour des châteaux ou des domaines qui sont dans des difficultés économiques et financières, ils n'ont pas forcément les reins pour sortir une telle somme d'argent et faire partie du classement. Donc d'où la baisse des châteaux qui normalement sont crus bourgeois, mais qui ne le sont pas cette année, quoi, pour le nouveau classement. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait compréhensible. Quand vous avez du mal à payer vos salariés ou vos fournisseurs, vous n'allez pas postuler et faire un chèque pour un classement qui vous dit, ça va vous faire un peu réfléchir. Vous dites, je suis plus cru bourgeois, mais alors est-ce que je vais perdre mes clients, oui ou non? Après, c'est vraiment un état d'esprit de la part de chaque viticulteur. Il faut aussi vous dire que la famille des crus bourgeois, c'est celle qui représente, en termes de nombre d'adhérents et de volume produit, c'est une classification qui est super importante dans le Médoc, quoi, et qui est propre au Médoc. Il y a combien de châteaux qui sont classés du domaine ? Là, cette année, il y en a un peu moins de 180. Donc c'est beaucoup plus que les grands crus classés, par exemple. C'est 3 fois plus. Bien sûr. Et en termes de volume, j'imagine que c'est aussi considérable. C'est considérable. Je n'ai plus les chiffres en tête. Au-delà du classement en lui-même et du macaron sur la bouteille, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce qu'il y a un collectif qui se crée, des échanges, des moyens de promotion qui sont mis à votre disposition avec ce classement ? C'est en cours. Il n'y a rien d'établi encore, donc voilà. Donc il n'y a pas l'équivalent de l'Union des Grands Crus de Bordeaux qui fait de la promotion, qui est dans les médias et ce genre de choses ? Non, parce que je crois qu'il y a quelques crus bourgeois exceptionnels qui font déjà partie de l'Union des Grands Crus. Donc on va pas. Ça aussi, c'est propre à Bordeaux de rajouter. C'est pas assez compliqué déjà. Et on va rajouter d'autres petits millefeuilles. Bien que le consommateur final n'arrive pas à comprendre, en fait. Et c'est un peu... Non, à l'heure actuelle, il n'y a rien dans les tuyaux. Alors j'arrive à la dernière question traditionnelle du podcast. Est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites, Audrey ? Non, à l'heure actuelle, non. Alors je vais modifier ma question. Ah. Voilà, exceptionnellement aujourd'hui, pour essayer de finir sur une note positive. Est-ce que vous êtes fier des vins que vous faites ? Carrément. Trop. Je suis fière. Je me dis qu'on travaille... on n'a pas travaillé pour rien non plus, parce que c'est quand même des investissements humains qui sont énormes.
familiaux, humains, voilà, hein, vous mettez quand même une bonne partie de votre vie sociale, notamment à côté. Et le truc étant, c'est que, ouais, on est super fiers. Ouais. Et je suis très fière. Merci Audrey. Merci Romain. Audrey, merci infiniment pour votre accueil et votre franchise. J'espère que le domaine sortira vite la tête de l'eau, car la qualité des vins est au rendez-vous. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!